Bonjour à tous. Donc merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Donc on va vous faire la présentation donc, de l'appel Eureka Eurostar et de l'accompagnement ensuite d'Aerospace Valley. Alors juste quelques informations pratiques pour le webinaire. Donc tous les micros des participants sont coupés donc pour éviter les bruits de fond. Mais vous pouvez poser toutes vos questions pendant la présentation avec l'icône que vous voyez là sur la droite. Et en fait, on répondra aux questions à la fin du webinaire. Au niveau donc, du replay, le webinaire est enregistré. Et en fait, le lien vers le replay vous sera envoyé 48 heures après le webinaire avec le lien vers toutes les présentations qu'on vous aura montrées aujourd'hui. Et vous recevrez les deux liens directement par mail. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions après le webinaire, donc dans le prochain slide, il y a les adresses donc, des intervenants et donc vous pouvez nous contacter directement ensuite si vous avez d'autres questions, si on n'avait pas traité tous les sujets lors de ce webinaire. Donc voilà, donc au niveau des intervenants, donc on a Jeanne Andrade de BPI France qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous faire la présentation sur cet appel à projet. Donc Jeanne est responsable de développement d'innovation collaborative internationale donc chez BPI France. Et donc, moi-même, Anne Keroué, moi, je suis chargée d'innovation chez Aerospace Valley et je vous présenterai quelques slides sur l'accompagnement aussi à Aerospace Valley. Donc voilà, je te laisse la parole, Jeanne, pour nous présenter du coup l'appel Eurostar. Donc normalement, là, tu peux partager normalement tes slides aussi. Ouais. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, c'est parfait, ouais. Ok, super. Et puis je vais juste couper ma caméra. Je la remettrai pour les questions, mais pour être sûr que la présentation soit fluide. Merci beaucoup pour l'invitation et la présentation. Donc, Jeanne Andrade, effectivement, je travaille à la direction de l'innovation de BPI France et je suis en charge du programme Eurostar, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire une présentation plutôt synthétique, de ne pas parler trop longtemps. Donc, n'hésitez pas ensuite à poser toutes vos questions. Et puis, de toute façon, si c'est un programme qui vous intéresse et que vous souhaitez creuser, on en rediscutera ensuite. On prendra rendez-vous ensemble pour échanger davantage. Donc, voilà, je vais éviter de trop rentrer dans les détails, mais n'hésitez pas à approfondir ensuite. Alors, Eurostars, c'est un programme qui existe depuis longtemps et qui est en fait élaboré par le réseau Eureka. Donc, Eureka, c'est un réseau intergouvernemental qui n'est pas européen, hein, qui est international et dans lequel on va retrouver une quarantaine de pays, à la fois des pays européens, puis des pays asiatiques, des pays d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, des pays africains. Et le but de ce réseau, c'est de financer des projets de R&D collaboratifs et donc de pousser les entreprises ou les partenaires au sens large de nos pays à travailler ensemble sur des projets innovants qu'on va ensuite financer dans différents cadres. Et donc, dans ce cadre Eureka, vous avez ce programme Eurostars qui est en volume le plus gros programme Eureka et qui vise, lui, à soutenir prioritairement des PME, mais on va voir que c'est plus large, qui s'engagent dans des projets R&D collaboratifs et internationaux. Au niveau du financement, point très important à comprendre, et puis je vous détaillerai ensuite les conditions. Le réseau Eureka ne finance pas à proprement parler des projets, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va avoir un budget dédié pour ces projets. En fait, c'est chaque pays et donc chaque financeur national. Pour la France, vous l'aurez compris, c'est BPI France qui va financer ses lauréats. Et donc, si par exemple vous faites un projet franco-espagnol, le partenaire français sera financé par BPI France et le partenaire espagnol sera financé par le CDTI. Ça implique que tous les pays n'ont pas forcément les mêmes modalités de financement, que ce soit en taux d'aide, en forme d'aide, mais aussi en critères d'éligibilité. Et donc voilà, selon les pays, vous allez avoir parfois des exigences différentes qu'il faudra
bien prendre en compte et surtout chercher avant de démarrer un projet pour pas avoir de mauvaises surprises. Quels sont les critères d'éligibilité au niveau global? Donc là, je vais parler vraiment des critères Eurostars, pas des critères français. Les critères français, je vais y revenir un peu après. Il faut minimum 2 partenaires, chacun de 2 pays différents. Donc, dès le moment où vous avez un projet franco-espagnol, franco-coréen, franco-canada, le projet est éligible. C'est 2 partenaires minimum, il n'y a pas de maximum. En général, je dirais que le maximum qu'on observe, c'est peut-être 5-6 partenaires. En tout cas, il n'y a pas de nombre cible. C'est-à-dire que si vous avez un très bon projet à 2 partenaires, il vaut mieux rester sur ce nombre-là que faire un projet déstructuré à 4-5 partenaires. Voilà, c'est pas utile d'engager plus de partenaires que besoin pour, entre guillemets, valoriser le dossier. En réalité, ça sera pas plus valorisé par le jury qui va lire. Vous pouvez aussi travailler avec des pays qui ne font pas partie d'Eurostars dès le moment où déjà vous avez au moins 2 pays Eurostars et surtout dès le moment où le partenaire avec qui vous souhaiteriez travailler, qui se situe dans un de ces pays, soit peut s'autofinancer, soit a une modalité d'aide nationale qui lui permet de participer au projet. Je prends un exemple. Vous voulez travailler avec les États-Unis. Bon, les États-Unis ne sont pas partis à Eurostars, donc vous ne pouvez pas faire un projet France-États-Unis. Par contre, vous pouvez faire un projet France-Allemagne-États-Unis. La France financée par BPI, l'Allemagne financée par la DLR, et puis les États-Unis, là, il faudra soit un partenaire qui s'autofinance, soit un partenaire qui est peut-être financé sur un budget américain d'une agence X ou Y. Donc ça, voilà sur le critère de partenariat. Ensuite, sur les projets ciblés, donc c'est des projets qui durent au maximum 3 ans. Là encore, pas de minimum en théorie, bon, même si en dessous d'1 an, c'est assez peu réaliste. Mais en tout cas, si c'est un projet pertinent qui dure 1 ou 2 ans, voilà, on n'est pas obligé d'atteindre cette durée maximale de 3 ans. Par contre, un critère qui est important, c'est que c'est des projets qui, en théorie, sont commercialisés dans les 2 ans suivant la fin du projet. Eurostars, il y a vraiment cet objectif de commercialisation derrière et donc de projets proches du marché. Et ça, il faut montrer dans le dossier que c'est une dimension qui est comprise. Alors, je mets quand même une nuance. Il y a évidemment certains projets pour lesquels 2 ans après la fin du projet Eurostars pour commercialiser, c'est absolument inatteignable. Et le jury le sait. Et donc, pour des projets où c'est une durée, une échéance qui est complètement inatteignable, voilà, il ne faut pas avoir l'air idéaliste et mettre 2 ans dans le dossier. Là, ce qu'il faut faire, c'est indiquer vraiment quelle est la durée la plus réaliste de commercialisation et étayer et justifier pourquoi est-ce que, même si c'est plus long que 2 ans, le projet in fine va arriver sur le marché. Donc voilà, vraiment avoir cette approche très, très pratique. Dernier point, un pays ou un partenaire ne doit pas représenter plus de 70% de la part du projet. Là, c'est tout simplement parce que sinon, Eurostars et même nous, les financeurs, on va considérer qu'on n'est plus vraiment dans du partenariat parce que c'est trop déséquilibré. Donc, vous pouvez aller jusqu'au 70-30, mais pas plus loin. Alors, à droite, vous avez la liste des pays qui participent. Normalement, Eurostars. Attention, par contre, selon les appels, donc vous en avez 2 par an, hein, des appels Eurostars. Selon les appels, il y a parfois des pays qui ne participent pas. Et là, notamment pour le prochain call, la Norvège, Israël et la Grèce ne participeront pas à Eurostars. Donc, si vous voulez travailler avec des partenaires de ces pays-là, il faut qu'ils puissent s'autofinancer. Comme je disais, donc c'est un programme qui est plutôt ciblé PME. Et pour ça, vous avez un critère qui est très important, qui est que les PME doivent représenter à minima 50% des coûts du projet. Et le leader du consortium doit également être une PME. Ça, c'est vraiment des critères qui sont inamovibles et aucun projet pourra déroger à ces critères-là. Ensuite, une fois que vous avez atteint ces 50% de PME, vous pouvez travailler avec des académiques, vous pouvez travailler avec des grands groupes, vous travaillez avec qui vous voulez, tant que ces critères-là d'équilibre sont respectés. Comme je le disais, vous avez 2 appels à projets par an. Le prochain se clôture le 13 avril. Donc, ça laisse quasiment 3 mois pour préparer. C'est une durée qui est tout à fait correcte pour ce dossier. Le dossier est commun à tout le consortium. Vous déposez un seul dossier qui est en anglais, que vous allez déposer sur la plateforme Eurostars et qui ensuite va être évalué. Dans ce dossier, vous avez simplement une petite partie qui est propre à chaque partenaire, où là, ça va être toutes des informations financières, etc. Mais sinon, tout le reste est commun. À savoir, mais ça pour vous, ça sera transparent,
25% en fait des financements proviennent de la Commission européenne, donc c'est un programme qui est cofinancé au niveau européen. Vous, néanmoins, c'est pas quelque chose que vous allez voir en pratique. Vous allez recevoir une aide BPI France et dedans, vous n'allez pas voir que 75 vient de BPI et le reste de la Commission. Mais voilà, je le précise quand même, hein, c'est un programme qui est cofinancé. Au niveau des critères d'évaluation, si vous avez déjà fait des projets européens, vous les connaissez déjà probablement, vous en avez 3. Le premier, c'est la qualité de l'implémentation, donc la qualité du consortium. Pourquoi avoir fait ce projet à plusieurs? Quelle est la valeur ajoutée de chaque partenaire? Qu'est-ce qu'en retire également chaque partenaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y en a pas un qui vient pour finalement contribuer, se faire piquer sa propriété intellectuelle, mais il n'y a aucune retombée pour lui? Non, il faut montrer qu'il y a vraiment un intérêt à participer pour chacun des partenaires. Et puis, voilà, est-ce que ce consortium est bien structuré, bien organisé? Ensuite, vous avez un critère d'excellence où là, on va vraiment juger le degré d'innovation. Est-ce qu'on est sur de l'innovation incrémentale, radicale? Quel est le niveau de risque de ce projet? Là encore, le challenge, comment vous l'avez appréhendé? Est-ce que vous avez créé finalement de ce projet? Et puis ensuite, le critère d'impact, où là, ça va être toutes les questions de commercialisation, notamment la taille du marché, l'analyse du marché de vos concurrents, des risques, et vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça et quel avantage concurrentiel vous avez. Sur ça, je fais tout de suite une petite remarque. Contre-intuitivement, c'est pas le critère d'excellence qui vous fera gagner Eurostars. Parce que le critère d'excellence, en réalité, il va être très bien appréhendé par la majorité des candidats. Donc, on va avoir beaucoup de projets qui sont très bons d'un point de vue technique. Et donc, ce qui va vraiment être discriminant et ce qui va vous faire gagner, c'est l'attention portée aux 2 autres critères, et notamment le critère d'impact sur cette partie commercialisation, où là, ça va être vraiment, vraiment crucial de montrer que vous avez déjà un business plan, que votre analyse du marché, vous avez exactement pris en compte tous les concurrents, qu'ils soient directs, indirects. Voilà, et encore une fois, cette approche, le pragmatisme de votre approche, c'est ça qui va être évalué, et le jury est de plus en plus exigeant sur ces critères-là. Pareil pour le consortium, montrer que c'est un consortium équilibré, bien structuré, qui ne va pas exploser en vol, qui a déjà en tête son accord de consortium, etc. Tout ça, c'est vraiment des points qui vont faire basculer le projet. Alors, je vous ai mis un résumé des critères d'éligibilité là, donc je ne vais pas le répéter. De toute façon, la slide la présentation vous sera transmise. Simplement, un point important, c'est que ces critères-là, ils doivent être respectés tout au long de la durée du projet. Je précise parce que ça arrive évidemment dans le courant de la vie d'un projet que, par exemple, un partenaire quitte le consortium ou bien qu'il faille rééquilibrer des dépenses, etc. Tout ça ne va pas mettre fin au projet. Vous pouvez tout à fait modifier quelque peu la structure du projet en cours de route. Mais par contre, aucune modification ne doit porter atteinte au respect d'un de ces critères. Donc, si le leader du consortium s'en va et que c'était une PME, évidemment, il faudra absolument que le nouveau leader soit une PME. Pareil, si une PME s'en va et que du coup, les PME représentent 49% des dépenses du consortium, il va falloir rééquilibrer les dépenses pour repasser au-dessus de ce seuil. Donc, finalement, vous avez vraiment intérêt à porter attention au respect de ces critères tout au long de la durée de vie du projet. La partie qui vous intéresse sûrement plus que le reste, pour des raisons évidentes, le financement. Donc là, encore une fois, je rappelle, je ne parle que du financement BPI France, pas du financement global, parce que ça ne sera pas le même en Allemagne, pas le même en Corée, pas le même en Espagne. Et voilà, encore une fois, chaque pays peut avoir des conditions différentes. Côté BPI, donc, on finance tous les projets Eurostars en subvention. Pour les PME, c'est une subvention qui va aller jusqu'à 40% des dépenses éligibles. Pour les ETI, une subvention dans les 30% des dépenses éligibles. Et pour les partenaires académiques, 40% également de subvention. Alors, point à noter, vous voyez qu'il y a un maximum de 3 millions d'euros pour les PME et les ETI. Bon, ça fait 7,5 millions d'assiettes, on l'a pas souvent vu, mais en théorie, c'est le montant maximal théorique. Ensuite, au niveau des académiques, vous voyez que le plafond est assez bas. Ça, c'est parce que normalement, le BPI n'a pas vocation à financer les de ce type. Eurostars nous permet de le faire, mais voilà, c'est sûr que les académiques ne seront pas financés autant que les PME en France, en tout cas. À noter que vous avez le droit de faire participer des grandes entreprises qui
comptent plus de 2000 ETP. Simplement, elles ne pourront pas bénéficier du financement BPI. Donc, elles peuvent tout à fait participer en autofinancement, mais voilà, simplement sur fonds propres. Autre point, c'est que depuis la dernière version en fait d'Eurostars, les lauréats ne peuvent pas reprétendre à un financement Eurostars dans les 3 ans suivant la soumission de leur projet gagnant, parce qu'on considère en fait que vous êtes déjà en cours et donc il faut déjà se concentrer sur ce projet avant d'en déposer un autre. Donc voilà, attention à ce critère. Évidemment, on en rediscutera si besoin. Alors, est-ce que ça passe? Oui. Au niveau du process d'évaluation et plus globalement, voilà, tout le process du moment où vous déposez votre candidature à la fin, ce qui est crucial, c'est de prendre contact avec BPI France avant de déposer. Ça, vraiment, j'insiste sur ce point. C'est filé, donc on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit. Il faut absolument prendre contact avec nous en amont. Pourquoi? Parce que dans Eurostar, vous avez 2 évaluations. Vous avez l'évaluation technique et l'évaluation financière. L'évaluation technique, elle est faite par des experts indépendants. Vous voyez, c'est l'étape du milieu, Remote Expertise, où là, c'est 3 experts indépendants qui vont juger votre dossier. Donc ça, nous, on ne va pas s'en occuper. Par contre, étant donné que le financement est national et donc que chaque pays doit financer ses lauréats, nous, on va donner une évaluation au niveau financier de votre projet. Notamment, on finance 40% pour les PME. Est-ce que vous êtes bien capable de porter les 60% restants? Ça, c'est votre chargé d'affaires innovation en direction régionale BPI qui va donner son avis. Si vous n'en avez pas, vous venez vers nous d'abord et on vous assistera quelqu'un. Mais vraiment, le mot d'ordre, c'est de contacter BPI avant, de signaler son projet. Parce que nous, ça nous permet aussi de vous donner des explications sur les critères, sur les attendus et globalement de vous accompagner. Mais c'est surtout aussi parce que ça permet en fait de faire cette évaluation financière en amont et d'éviter les mauvaises surprises. Cette prise de contact, je vous invite aussi à demander à vos partenaires de faire la même chose pour être sûr que, par exemple, nous, on ne rende pas un avis positif et puis les Espagnols en face rendent avis négatif. Et à ce moment-là, le projet est éliminé en fait. Vraiment, le projet s'arrête à ce stade parce qu'on sait déjà que le partenaire ne sera pas financé et donc ça vaut même pas la peine d'aller plus loin. Donc, c'est des situations qui sont très frustrantes après des mois de travail. Donc, vraiment, pour la sérénité de tous, évitons ces problèmes et voilà, et appelez-nous avant. Ensuite, vous déposez votre candidature sur la plateforme. Vous avez du coup cette évaluation technique qui est faite par 3 experts qui vont chacun lire votre dossier et donner une note. Et nous, en parallèle, on va faire notre avis financier. Si vous avez une note suffisante et un go de tous les financeurs nationaux, votre dossier en fait se retrouve chez l'IEP, qui est le panel indépendant qui lui va être en charge de lisser et d'harmoniser un peu les notations et les avis et d'établir le classement final. Et c'est sur ce classement final que chaque pays va arrêter donc sa liste de lauréats en fonction de son budget. Et c'est là ensuite que vous êtes contacté pour vous informer si oui ou non votre projet est lauréat Eurostars. Côté BPI France, une fois que vous êtes lauréat, vous allez déposer votre demande de financement. Ça peut aller très vite si tout a été bien anticipé en amont. C'est vraiment quelque chose qui peut aller assez vite. Et ensuite, nous, on va attendre que vous ayez signé votre accord de consortium pour débloquer l'aide. Alors tout ça, ça peut prendre 3 semaines comme ça peut prendre 3 mois. Tout dépend de la rapidité avec laquelle vous nous donnez vos documents pour faire le versement. Et puis évidemment, les négociations de l'accord de consortium qui peuvent prendre un moment. Quelques chiffres, je ne vais pas détailler parce que je ne voudrais pas parler trop longtemps, mais n'hésitez pas à aller les consulter, ça vous donne un peu un aperçu du profil type Eurostars. À savoir que tout ça, enfin surtout la partie budget moyen, part moyenne, etc., tout ça, ce ne sont que des moyennes. C'est-à-dire qu'on a des budgets à 3 millions d'euros, on a des subventions à 1 million d'euros, et encore une fois, tout ça, ce ne sont pas du tout des montants cibles que vous devez viser pour favoriser vos chances de succès. Ce ne sont vraiment que des moyennes. À savoir que le taux de réussite moyen est donc autour de 25%. Au dernier call, il était à 32% pour les Français. Donc vraiment un chiffre quand même assez élevé. Eurostars est beaucoup plus accessible que d'autres programmes, notamment pour ceux qui ont expérimenté les programmes européens qui
sont vraiment plus sélectifs. Donc, même si on est sur un programme qui est de plus en plus exigeant avec des projets dont le niveau vraiment objectivement augmente, voilà, on est quand même sur des taux accessibles. Pareil pour les secteurs, vous voyez en bas à droite les secteurs les plus représentés. Voilà, c'est ce qu'on observe, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de secteur de prédilection ou de thématique implicite qui est demandé. Là où ce qui va vraiment, encore une fois, faire la différence, c'est convaincre des financeurs nationaux sur ces projets-là. Et donc, si vous présentez un projet qui a de l'intérêt général et puis de l'intérêt qu'on peut estimer pour chaque pays membre du consortium, évidemment, il va être regardé plus positivement. Piège et bonne pratique, donc ça, finalement, ça recoupe un petit peu ce que j'ai déjà distillé au cours de la présentation. Les 3 erreurs à éviter. Alors, la première, j'en ai déjà parlé, négliger la partie commercialisation. Voilà, là, on a un peu de profil. Hein. Souvent, dans les candidats, on a ceux qui ont peut-être un peu un profil chercheur et donc qui, sur la partie technique, vont être vraiment excellents. Et puis, peut-être un peu moins connaisseurs de la partie commercialisation. Vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et je vais en parler juste après. Mais voilà, cette partie est absolument cruciale. L'autre conseil, c'est de ne surtout pas rester dans le déclaratif. Je vous laisserai regarder, je pense qu'on pourra vous l'envoyer avec la présentation. Le dossier Eurostars est parfaitement déclaratif, c'est-à-dire que vous pouvez écrire 50 pages sans rien prouver, et ceux qui vont gagner, c'est ceux qui auront mis des annexes qui prouvent que tout ce qu'ils disent est vrai. Et donc ça, c'est vraiment apporter la preuve tangible que ce que vous décrivez dans le dossier est réel. C'est vraiment ce qui vous fait gagner un Eurostars. Et enfin, l'autre piège, c'est un consortium inefficace. Lui ne s'y trompera pas. Et donc, s'il voit qu'il y a un déséquilibre, un manque de clarté sur la répartition des tâches qui fait qu'on peut craindre en fait que le consortium soit très vite désorganisé, qu'il y ait une absence évidente de plus-value de la collaboration internationale, etc. Tout ça, vraiment, ça ressort tout de suite dans votre dossier et c'est ce qui va faire chuter sa notation. Les bonnes pratiques, finalement, c'est à peu près l'inverse de cette première partie. Donc, le marché, alors ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Être très, très réaliste sur l'estimation du marché, prouver tout ce que vous avancez et puis faire un consortium le plus efficace et le plus pertinent possible. Sur tout ça, la partie que je vais aborder maintenant et qui va clôturer mon intervention, c'est comment nous, on peut vous accompagner au sein de BPI France et puis un peu plus largement. Et pour ça, vous avez un dispositif qui s'appelle le diagnostic PTI, Partenariat technologique international, et qui vise en fait à vous permettre d'avoir recours à un expert conseil, à un consultant pour monter votre dossier. Alors, ça peut être sur tous les aspects, ça peut être la recherche de partenaires, la négociation de l'accord de consortium, la rédaction du dossier, simplement peut-être une relecture, voilà, vraiment toute la vie de votre projet jusqu'à son dépôt. Vous pouvez avoir besoin d'un expert pour ça. Alors, c'est assez complémentaire à ce que pourra faire un pôle de compétitivité. Donc selon l'accompagnement dont vous disposez déjà et que peut-être vous envisagez, pas hésiter à évidemment regarder des deux côtés. Mais voilà, pour ce dispositif-là, ce qui va se passer très concrètement, c'est que vous n'allez payer que la moitié de la prestation de l'expert. Donc BPI France va prendre en charge 50% du coût de la prestation, qui sera versé directement à l'expert. Donc vous payez la moitié et BPI France versera le solde à la fin. Sur le choix de l'expert, c'est vraiment à votre main. C'est-à-dire que soit vous avez déjà quelqu'un avec qui vous travaillez et donc en qui vous avez confiance pour monter un projet de ce type, et à ce moment-là, vous nous en faites part et on le référencera. Soit sinon, vous n'avez pas d'idée et nous, on vous envoie une liste d'experts qui sont référencés et pour lesquels on sait qu'ils ont vraiment une connaissance de ces programmes-là et qu'ils ont déjà gagné des Eurostars et qu'ils ont l'expertise. Le processus est vraiment très simple. Donc, première étape, vous trouvez un expert. Vous déposez ensuite votre demande sur Internet. Hein, vous avez le site. Ça prend une dizaine de minutes, je dirais. Ce qui est très important, c'est de déposer cette demande avant de commencer à travailler avec l'expert.
C'est-à-dire qu'il vous faut un devis, mais qui soit surtout pas signé. Il ne faut pas du tout avoir déjà entamé le travail parce qu'on ne peut pas financer rétroactivement. Et donc, une fois que vous avez déposé votre demande, on va l'instruire. En général, ça prend 1 à 2 semaines. Et ensuite, vous pouvez démarrer la prestation. Vous avez le contact en bas hein, si jamais vous souhaitez déposer un diag. Évidemment, vous pouvez aussi me contacter et je vous mettrai en relation si besoin. L'autre accompagnement qu'on peut vous proposer, qui du coup est à l'inverse du diag gratuit, mais là encore, c'est des prestations qui sont vraiment complémentaires, c'est qu'on vous propose un atelier de relecture qui a lieu en général à peu près 15 jours avant la date de dépôt. Donc là, l'idée, c'est une séance où vous nous envoyez votre dossier en amont pour qu'on ait quand même le temps de le relire et d'avoir un avis un petit peu construit. Et on va relire votre dossier, pas comme un expert qui, lui, aura passé vraiment énormément d'heures avec vous et qui sera peut-être aussi plus connaisseur de la partie technologique de votre projet. Nous, on va lire votre dossier en se mettant dans la peau du juriste, c'est-à-dire en se mettant dans la peau de quelqu'un qui en a 15 derrière à lire et qui va être extrêmement titillé par toutes les petites erreurs, les fautes d'anglais, les paragraphes mal relus, copier-coller, les incohérences entre vos annexes et votre dossier. Et puis globalement qui va regarder toute cette partie, notamment cette partie commercialisation, etc. Et nous, notre but, c'est vraiment de lire votre dossier avec un œil neuf pour corriger ces erreurs-là. Donc, c'est pas une relecture qui va être la même que celle qu'aurait pu faire un expert, mais par contre, on aura plus de recul et c'est vraiment le but de l'atelier. Donc, c'est un rendez-vous qu'on fait alors soit au siège chez nous, soit en distanciel. On vous fait un retour et c'est aussi l'occasion pour vous de poser toutes vos questions, même si à ce stade, en théorie, vous nous les avez posées un peu plus tôt, mais voilà, c'est un peu la dernière ligne droite. Quand la date est annoncée, on fait une communication très globale. N'hésitez pas à vous inscrire assez vite parce que les places sont limitées hein, pour des raisons de bande passante. Voilà, je vous laisse cette slide comme bonne lecture chez vous et je vous laisse mon contact. N'hésitez pas vraiment à me contacter, prendre rendez-vous pour qu'on échange sur tous ces sujets-là et surtout le plus en amont possible. Et maintenant, je redonne la parole à Anne. Merci Jeanne pour cette présentation. J'ai déjà quelques questions. Alors avant de passer aux questions, je vais juste présenter, comme tu l'as dit Jeanne, la complémentarité aussi de l'accompagnement avec Aerospace Valley. Donc on a aussi un accompagnement spécifique pour les projets et les projets européens. Donc juste pour information, donc on a une cellule Europe Aerospace Valley avec différents modules d'accompagnement que vous pouvez solliciter dès que vous en avez besoin. Donc on a un module Comprendre l'Europe qui est un peu plus sur de l'information générique sur les politiques européennes pour connaître les programmes de financement et comprendre les mécanismes des appels à projets. On a tout un module sur tout ce qui est veille et décryptage des appels à projets avec la lecture et l'analyse des appels et aussi donc avec une analyse technique de ces appels. On a aussi un module d'aide à la recherche de partenaires pour chercher soit les bons partenaires européens ou chercher les bons partenaires avec des compétences spécifiques recherchées. On a aussi tout ce qui est support au montage de propositions que je vais détailler dans le slide d'après et le support aussi après le dépôt de proposition. Donc si le projet est retenu, on peut vous aider dans la gestion de projet et aussi pour communiquer sur votre projet. Et dans le cas d'un refus, on peut faire l'analyse du refus avec vous et cibler de nouveaux appels. Je vous ai mis aussi l'adresse pour la cellule Europe chez Aerospace Valley qui regroupe donc 3 personnes chez nous. Et aussi, donc on a pour un petit peu plus détailler sur notre support au montage de propositions, donc on peut proposer des accompagnements groupés sur le montage
de propositions européennes ou alors un encadrement sur des programmes de travail en particulier. On fait aussi voilà, des supports individuels avec tout ce qui est aide à la structuration administrative, technique et financière du projet. Donc, on peut mettre en relation avec des consultants si besoin et on fait de la relecture aussi. Un autre aspect aussi qui peut valoriser les projets, on peut présenter votre projet pour obtenir des lettres de soutien auprès d'industriels qui pourraient être intéressés par la solution finale et qui peut un peu renforcer donc, tout ce qui est attirance marché pour la solution que vous développez. Et voilà, après, on peut vous donner des conseils spécifiques et d'amélioration pour les propositions. Donc voilà pour ma part. Alors on a quelques questions. Donc je vais commencer par la première. Donc c'était sur le slide fonctionnement de l'appel Horeca Eurostar. Donc il y a une question. Donc les PME doivent représenter au moins 50% du projet. Est-ce que ça englobe aussi les ETI, ce chiffre ou, Non, parce que les ETI, en fait, dans la définition européenne, elles sont déjà considérées comme des large companies. Donc les 50% représentés par les PME, c'est vraiment pour les entreprises qui correspondent à la définition européenne de la PME. Et peut-être pour que je n'ai pas précisé, c'est 50% hors sous-traitance. Donc si les PME sous-traitent une partie de leur tâche, il faudra déduire ce montant de sous-traitance quand on fait le calcul des 50% des coûts des PME. Donc non, les ETI, elles sont vraiment considérées comme des grandes entreprises en fait pour Eurostars. Ok. Une autre question, est-ce que la règle de limite des fonds propres s'applique au financement de la partie française? Oui, alors bonne question. Effectivement, alors c'est pas forcément une limite en termes de fonds propres. C'est souvent la règle qui est utilisée par BPI. Maintenant, il faut savoir, et notamment pour ces projets Eurostars, on parle plutôt de capacité à financer le projet, et donc on va s'appuyer. Et quand je dis on, c'est surtout votre chargé d'affaires, sur un faisceau d'indices. Donc, le niveau de fonds propres est évidemment quelque chose qui va être pris en compte. Mais on va surtout aussi s'intéresser à votre trésorerie, voilà, votre plan de trésorerie. Si par exemple, vous avez une levée de fonds qui arrive et que vous avez déjà des LOI, ce genre de choses qui nous prouvent qu'au moment où vous serez lauréat, vous aurez eu une augmentation de capital ou autre. Voilà, c'est tous ces éléments qui vont permettre de sachant que c'est de la subvention, c'est que d'autres produits, donc on peut se permettre d'être un peu plus souple. Mais après, voilà, il reste quand même que le chargé d'affaires ne doit pas avoir de doute sur votre capacité à financer le projet. Alors une autre question sur le taux d'aide pour les PME. Donc c'est dans le tableau, donc c'était marqué 40% de subventions apportées par BPI. Est-ce que à cela s'ajoutent aussi les 25% européens? Non. En fait, c'est ce que je disais. La Commission européenne, elle cofinance Eurostars à hauteur de 25%. Et donc, en fait, dans la somme que vous allez recevoir, les 40% d'aide, c'est dans ces 40% que théoriquement, vous avez 75% apportés par BPI et 25% apportés par la Commission. Mais encore une fois, vous, en tant qu'entreprise, vous le verrez pas, en fait. Ce sera complètement transparent. C'est simplement que sur les finances, la Commission va nous rembourser 25%. Mais le taux d'aide maximal, ce sera 40. On n'aura pas un ajout ensuite de fonds européens. Quelle est la date de prise en compte des dépenses? Alors, la date de prise en compte, c'est vous ouvrez votre dossier de demande d'aide chez BPI. Donc, c'est-à-dire qu'en théorie, ça peut être le jour des résultats Eurostars. Dès que vous savez que vous êtes lauréat, vous êtes mis tout de suite, vous êtes remis en contact avec votre chargé d'affaires pour faire les démarches. Et si vous ouvrez du coup votre dossier à cette date-là, c'est ça qui marque la date de prise en compte des dépenses. Voilà. Donc ça peut pas être avant, par contre, la notification du fait que vous êtes lauréat. Mais par contre, dès que vous êtes lauréat, ça va dépendre de vous essentiellement. Alors une autre question, dans le cas où, donc dans le cas des lauréats qui ne peuvent pas représenter un dossier pendant les 3 ans après l'acceptation,
C'est valable pour tout le consortium ou seulement le porteur du projet, la PME porteuse du projet? Non, alors c'est vrai pour tout le consortium. Encore une fois, c'est une règle qui est française. D'autres pays peuvent avoir la même, mais ça vaut pour tous les pays. Et non, ça vaut pour tous les partenaires leaders. Non. Alors, je crois que Jeanne, on a un petit peu de mal à t'entendre. Peut-être recouper la caméra. Ce qui est possible, par contre, c'est de recrutement en autofinancement, là, participer sans demander de financement. Ah, oui, c'est bon, je crois qu'on allô? entend nouveau. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Bon, je vais le laisser comme ça un moment. Oui, ce que je disais, donc, c'est que ça s'applique à tous les partenaires, porteurs du projet ou non. Et donc, par contre, ce qui est possible, c'est de participer dans un délai de moins de 3 ans, mais cette fois-ci sans demander de financement. Si vous avez les capacités et que vous voulez être impliqué dans un projet parce que ça va avoir des retombées commerciales, scientifiques, de prestige, etc., vous pouvez, mais sans demander de financement BPI France. Alors, une autre question sur les PME. Les PME qui sont filiales d'ETI, elles sont considérées du coup comme des ETI ou elles peuvent quand même être considérées comme PME pour porter le projet? Alors, ça va dépendre de leur table de capitalisation. Si elles sont détenues à 100% ETI, on va consolider les effectifs et donc elles seront considérées comme ETI. Par contre, si elles sont détenues à moins de 25%, là, à ce moment-là, on ne consolide pas. Et si elles sont détenues entre 25 et 50%, là, on va calculer au prorata. Donc, c'est cela qui va définir si on parle toujours d'une PME ou d'une ETI. Et encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on vous demande de contacter votre chargé d'affaires en amont. C'est parce que c'est le chargé d'affaires qui va statuer sur ça. Le chargé d'affaires en amont, c'est votre chargé d'affaires. Et donc, il vaut mieux avoir la certitude tôt qu'on est bien une PME ou non de travailler pour derrière. Une autre question, donc quel est le délai moyen entre la date de relève et la sélection finale des lauréats? C'est environ 3 mois. C'est voilà, c'est là pour vous donner une idée, le dernier call qui a eu lieu le 15 septembre, les résultats ont été annoncés mi-décembre, entre début et mi-décembre, et les premiers projets financés l'ont été début janvier. Enfin, les premières aides débloquées l'ont été début janvier. Donc ça va assez vite. C'est à peu près 3 mois. Donc une question sur les TRL. Les TRL visés par l'appel donc quels sont les niveaux de TRL visés par l'appel à projet Eurostar au début et à la fin? Alors, on va dire, titre indiqué auprès d'un TRL 4 au début du projet. Maintenant, en fait, il faut vraiment prendre en compte, c'est plus ce critère de compensation derrière. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas tant le TRL auquel vous arrivez à la fin du projet. Ce qui compte, c'est ce que ce projet est bien commercialisable dans une durée. Ce qui compte, c'est est-ce que ce projet est bien commercialisable dans les que vous allez justifier après la fin du projet. C'est comme ça. Et on peut dire, voilà, à titre indicatif, encore une fois, qu'on part d'un TRL 4 à peu près. D'accord. Alors la part financée par BPI France, est-ce que elle provient de France 2030? Alors, alors ça, la décomposition exacte du parti, oui. Effectivement, il y a une partie France 2030, une dotation étatique. Maintenant, vous n'avez pas, vous, encore une fois, ça, en fait, c'est transparent pour faire des de France 2030 ou auprès voilà, de Telegram. Une cas, nous envoyer quelques docs et votre annexe financière. Et là, vous recevez l'aide. Il n'y a pas besoin de faire des démarches en plus. Je ne sais pas si c'était ça l'essence de la question, mais voilà, si jamais ça peut rassurer.
Ok. Et une dernière question. Donc, est-ce que avoir eu un projet qui a été refusé précédemment sur un autre sujet avec un autre consortium, c'est un handicap pour redéposer? Alors, excellente question. Non, c'est pas un handicap. Maintenant, ça va dépendre en fait de vous, comment vous l'abordez. C'est-à-dire que si vous déposez un dossier qui est sur une thématique similaire, même si c'est pas avec le même consortium, mais qu'en tout cas on est sur une thématique similaire, vous avez des chances en fait que votre projet soit relu par déjà évalué votre dossier auparavant. Et ça, c'est pas forcément négatif. Simplement, là, c'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez un expert qui avait absolument détesté le projet et dans son évaluation, on comprend qu'il est assez peu probable qu'un jour le projet trouve grâce à ses yeux parce qu'il n'y avait même pas de perspective d'amélioration. À ce moment-là, lui, ça vaut peut-être le coup de l'exclure parce que voilà, vous évitez de retomber sur le même. Par contre, les autres qui ont lu votre projet et donc même s'ils l'ont déclaré pas finançable, ils vous ont fait une remarque et un feedback. Les remarques auxquelles non. Là, ça peut être intéressant parce que si vous redéposez, vous, vous avez un peu, mais ça, alors bon, soit ils s'en souviennent pas, vous allez rendre quelque chose en content, soit sinon ils se rappellent du projet antérieur et aussi ils font ça si remarques prises en compte. C'est pas du tout un désordre en compte. Donc non, c'est pas du tout un avantage. Simplement, voilà, il faut estimer et ça encore une fois, on est aérospace ou consultant et autres. Oui. Je sais pas. Alors effectivement, ça coupe un petit peu. Je sais pas si Jeanne, tu nous entends toujours. Effectivement, en fait, on peut aussi exclure Oui, moi je vous entends. Oui, c'est bon? OK. Bon, c'est un peu coupé pendant la dernière réponse, mais Oui. effectivement, s'il y a un correcteur qui a été, on peut exclure un correcteur de son projet aussi, si on veut, en déposant un nouveau projet. Oui, en fait, il y a vraiment deux parties. C'est qu'à la fois, on peut exclure un correcteur qui n'a pas aimé, qui n'a vraiment pas aimé, mais c'est intéressant d'être par les mêmes experts, même s'ils avaient désapprouvé le projet antérieur, parce qu'ils vont voir l'amélioration. Et donc, ils vont mettre une bien meilleure note que la première fois. Donc, c'est pas une balle dans le pied, on va dire, de redéposer un projet. Au contraire, hein, une des slides de la présentation, 40% des lauréats, c'est un deuxième dépôt, en fait. Donc c'est pas du tout bloquant. J'espère qu'on m'entend. OK. Oui, 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 là, c'est bon, c'est revenu. Une dernière question aussi. Quels sont les types de dépenses éligibles? C'est plutôt des dépenses techniques ou aussi de marketing et de commercialisation? C'est uniquement les dépenses marketing, communication, etc. Donc tout ce qui est marketing, ça sera pas pris et uniquement les dépenses liées à la R&D en compte du projet. D'accord, ok. Parfait. En tout cas, c'était la dernière question qu'on avait aujourd'hui. Merci Jeanne en tout cas d'être venue présenter donc l'appel. J'ai laissé du coup en présentation donc les adresses mail pour prise de rendez-vous si vous avez un projet à nous présenter. Merci à tous en tout cas pour d'être venus aujourd'hui pour écouter ce webinaire. Et merci encore, Jeanne, d'avoir présenté l'appel Eurostar avec nous. Et puis, n'hésitez pas voilà, à nous recontacter et à nous présenter vos idées de projets pour continuer un petit peu le montage de projet. Merci beaucoup et puis ouais, à votre disposition pour échanger. Oui. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.